Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga, pour la deuxième édition de Les choses que je ne comprends pas dans, et là nous allons passer sur le manga Naruto. Merci d'avoir accueilli aussi bien la première vidéo qui était sur Bleach, merci d'avoir participé et débattu dans les commentaires, ça m'a fait extrêmement plaisir que vous accueilliez aussi bien cette première vidéo manga. Et sans plus attendre, nous allons passer à cette deuxième vidéo manga. Ce type de vidéo est subjectif car elle explique selon moi ce qui ne suit pas la logique du manga. Car certes, dans la vie réelle, nous avons des choses logiques, mais ici nous parlons plus de choses logiques au sein du manga, car le manga suit sa logique de lui-même. Il y a donc selon moi des choses qui ne sont pas logiques au sein de ce manga et c'est ce que j'essaye de montrer ici. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec mes logiques, mais pour moi, j'essaie de trouver à chaque fois des points qui selon moi ne peuvent être expliqués que par des explications subjectives ou qui ne sont pas expliquées directement dans le manga. Ce sont donc des choses qui, si on ne se triture pas les méninges et on ne cherche pas une logique par nous-mêmes au sein de cette logique manga, ne peuvent pas trouver d'explication. Je tiens également à dire que nous sommes tous fans de Naruto ou des mangas en général et qu'il ne faut pas être offensant auprès des autres dans les commentaires car ils expliquent leur logique. Au contraire, il faut essayer de débattre pour trouver un point de vue commun entre nous. Naruto est le manga avec lequel j'ai grandi et qui, quand j'étais petit, m'a donné envie d'apprendre à lire, alors personnellement, il me touche énormément et je serai très content de débattre avec vous dans les commentaires. La première chose que je ne comprends pas dans Naruto se passe à ce moment-là dans le chapitre 1. En effet, nous pouvons voir que Naruto, qui a été manipulé par Mizuki, cherche à voler le parchemin du troisième Hokage tout simplement chez lui. Sauf qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est l'Hokage, donc le ninja le plus puissant du village. Donc on va passer les détails de pourquoi il n'y a pas de garde chez lui. C'est le Hokage. Si quelqu'un devrait l'attaquer, ce serait le plus à même à se défendre lui-même. Mais expliquez-moi pourquoi son parchemin, qui est censé être des parchemins secrets, sont comme ça, à l'air libre, sont même pas dans une forteresse sécurisée par un sceau ou je ne sais quoi, parce qu'on sait qu'il y a des sceaux qui permettent d'empêcher les gens de rentrer dans Naruto. Mais là, non, c'est juste sur une étagère, comme ça. Suffit d'un cambrioleur et puis c'est fini. Tous les parchemins qui sont chez le Hokage sont volés. Non, franchement, j'ai du mal à saisir la logique. Pour ce qui est de la deuxième chose que je ne comprends pas dans Naruto, c'est le personnage Rock Lee. Oui, en effet, Rock Lee, on a tous kiffé le combat Rock Lee vs Gaara. Oui, c'était pour moi un des meilleurs combats, voire le meilleur combat du manga ou de l'anime. Y a rien à dire là-dessus. Mais la chose que je ne comprends pas, c'est que on nous explique au début du manga que l'examen consiste à faire un dédoublement, donc à créer un clone, non pas un multiclonage, mais juste un clone. Sauf que c'est une technique de ninjutsu. On nous explique également que Lee est incapable d'utiliser le ninjutsu ou même le genjutsu. C'est pour ça qu'il se concentre totalement sur le taijutsu. Mais alors, expliquez-moi, comment est-il devenu ninja? Comment a-t-il passé cet examen? Il a fait quoi? Il a donné quelques coups de pied, et puis il a montré qu'il était capable de devenir un ninja? Non, ça marche pas comme ça. Donc, expliquez-moi comment Neji est devenu un ninja. Bon, passons ça, et passons à autre chose que je ne comprends pas. Cette autre chose que je ne comprends pas est la technique favorite de Naruto, qui est le multiclonage. En effet, cette technique inventée par Tobirama Sanju, le second Hokage, est une technique qui se distingue du dédoublement. Le dédoublement est de créer en gros un espèce de clone de nous, mais qui n'est pas comme le corps principal, contrairement au multiclonage qui vient dédoubler le chakra, qui vient dédoubler la personnalité, qui fait en sorte d'avoir une entité exactement identique au corps principal. Pendant l'entraînement du Rasengan Shuriken, technique d'ailleurs très stylée, Kakashi nous apprend que ce qui différencie le multiclonage du clonage, enfin du dédoublement, c'est que le multiclonage, quand le clone meurt, le corps principal accumule en gros tout ce qu'a vécu le clone, et que ce soit ce qu'il a vécu, ses sentiments, mais pour moi, il devrait aussi ramener la façon dont il est mort. Alors expliquez-moi comment Naruto, en ayant eu 36 000 clones, des milliers et des milliers, a pu subir
autant de morts. Je suis désolé, mais une mort déjà, ça doit être choquant. Alors imaginez mourir je sais pas combien de fois. Expliquez-moi comment il a pas fini dans un asile psychiatrique, le Naruto. Et si on nous a apporté cette information de différence entre le multiclonage et le dédoublement, c'est pour aider le scénario de Naruto et lui permettre d'apprendre plus facilement le Rasengan Shuriken. Mais pour moi, cela pose quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment Naruto a eu autant de vécu sans avoir de problème au niveau psychologique. Je sens que celui-là, il y en a plein qui vont pas être d'accord, mais allez débattre dans les commentaires si pour vous, le multiclonage est problématique ou non. J'ai hâte de voir vos réponses et de pouvoir en débattre avec vous. Passons à un des antagonistes qui pour moi apporte le plus de choses en Naruto et est vraiment un antagoniste incroyable. Oui, vous avez deviné, je parle de Pain. En effet, Nagato, qui contrôle du coup les 6 Pain, peut utiliser les pupilles de l'ermite Rikudo. Nagato peut utiliser 6 pouvoirs différents. Nous avons le pouvoir de la voix divine utilisé par Tendo, qui est la répulsion céleste. Nous avons la voix animale utilisée par Shikushutodo, si je ne dis pas de bêtises, qui est du coup la voix qui permet d'invoquer des espèces différentes, donc la voix animale. Nous avons la voix humaine utilisée par Nigendo, qui permet de lire les pensées juste en posant la main sur la tête de quelqu'un. Nous avons la voix d'Asura utilisée par Shurado, qui permet du coup d'avoir un corps mécanique et d'utiliser plein d'artillerie dans son corps. Nous avons la voix infernale utilisée par Jigokudo qui permet en gros de poser une question à n'importe qui. Et si celui-ci répond mal, je crois que c'est le démon, je veux pas dire de bêtises, donc je mets entre guillemets, mais un espèce de dieu démon retire en gros l'âme à l'intérieur de la personne. Et nous avons la voix du fantôme affamé utilisée par Gakido qui permet en gros d'absorber toutes les techniques de Nijutsu, si je dis pas de bêtises, des personnes en face. Seulement, nous savons aussi que Pain a d'autres capacités. Grâce au Rinnegan, ils peuvent tous voir en un en fait. Les 6 Rikudo ont tous un axe de vue qui permet d'avoir une vue assemblée. Mais nous avons une technique supplémentaire et c'est celle-ci qui me pose problème. Cette capacité qui, je crois, est la 7ème voie, mais je le mets encore entre guillemets puisque je ne suis pas sûr, s'appelle le Rinnetensen pour les Rinnegan. Le Rinnetensen est une capacité qui permet de ramener les personnes à la vie grâce à du chakra. Alors, expliquez-moi pourquoi il n'a pas ramené son ami Yaiko à la vie. En effet, s'il était capable de ramener Yaiko à la vie, pourquoi est-il devenu aussi haineux et pourquoi a-t-il fait de Yaiko un Pain? Surtout que, comme vous pouvez le voir ici, notre chère petite Conan explique que justement Nagato n'a pas assez de chakra pour utiliser cette technique. Cela veut dire qu'il est capable d'utiliser la réincarnation qui est le Rinne Tensei avec du coup ses pupilles s'il avait plus de chakra et sans perdre sa vie. Alors je ne comprends pas, expliquez-moi pourquoi il n'a pas ramené à la vie Yaiko. Franchement pour moi c'est... Je n'explique pas. Soit quand il avait ses et quand Yaiko est mort, il n'avait pas encore cette capacité ou du moins il ne la connaissait pas et c'est pour ça qu'il n'a pas ramené son ami à la vie. Soit Yaiko a été scellé par la suite, puisque le Rini Tengei ne marche pas avec les âmes qui ont été scellées, mais cela m'étonne, puisque Yaiko, selon moi, n'a jamais été scellé, on ne nous l'a jamais expliqué. Soit tout simplement, c'est un oubli de l'auteur, et puis c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Dites-moi, selon vous, dans les commentaires, pour vous, pourquoi Nagato n'a pas ramené son cher ami Yaiko, il a franchement dévasté de sa mort. Puisqu'on est dans les réincarnations, parlons de l'Edo Tensei. En effet, Kabuto, pour pouvoir apporter son aide à notre cher, attention, je mets entre parenthèses puisque certains n'ont pas regardé Naruto, vous avez 3, 2, 1... C'est bon, vous êtes parti, spoiler, donc notre cher Obito ou Toby, il vient l'aider en lui proposant son aide avec l'Edo Tensei. Il lui propose du coup plein de guerriers valeureux, dont Madara, ce qui a obligé Obito, qui à ce moment-là utilisait du coup le pseudonyme de Madara, de l'accepter comme allié dans sa guerre. Sauf que si Kabuto a été capable de récupérer l'ADN de Madara, et donc par ce fait utiliser des informations qu'avait Orochimaru pour retrouver l'ADN de Madara, expliquez-moi comment il a fait pour ne pas trouver les parchemins qui lui permettaient de délivrer les différents Kage
donc les différents Hokage, excusez-moi, pour les utiliser dans son camp. En effet, Sugetsu a trouvé du coup les parchemins que détenait Orochimaru, lui permettant du coup de savoir que Orochimaru avait une façon de retrouver ses bras et de sortir du coup ses âmes qui ont été scellées de du coup l'emprisonnement dont il est pour pouvoir les réincarner grâce à l'Edo Tensei. Que va faire Orochimaru pour les réincarner et donner des informations à Sasuke? Cependant, vu ce que Kabuto avait comme information sur Orochimaru et le temps qu'il a passé avec lui, il savait comment avoir le modern mythe du coup que essayer d'acquérir Orochimaru. Il avait maintes informations dont l'emplacement de certains ADN, de même une multitude d'ADN de gros combattants pouvant servir à l'Edo Tensei pour la Grande Guerre Ninja. Alors expliquez-moi comment il a pas eu cette information? Franchement, moi j'ai du mal à gober comment il a fait pour ne pas avoir la connaissance de ces parchemins. Vous allez me dire que Orochimaru a ses grands secrets, qu'il avait plein de cachettes et que Kabuto pouvait pas tout savoir. Pour moi, c'était simplement un moyen d'équilibrer les forces, ainsi d'avoir à un moment critique Hashirama qui puisse combattre Madara comme à l'époque, ou encore Minato du côté de Naruto pouvant lui donner une partie du chakra de Kyuubi, ou encore Tobirama qui peut utiliser l'Estoka du dieu de la foudre pour permettre d'avoir une plus grande mobilité en même temps que Minato. Ou encore Hiruzen qui avec son panel de techniques assez gigantesque permet aussi également un grand équilibrage avec les forces qui sont en face. Pour ce qui est du fait de réanimer les Kage, je peux donc dire que certes, je ne comprends pas en partie, mais aussi je comprends, puisque ça aide le développement du scénario. Mais la chose que je ne comprends pas dans l'Edo Tensei, c'est pourquoi elle ne réincarne pas tout le monde à la fleur de son âge. En effet, on utilise l'ADN des différents combattants pour pouvoir les ramener à la vie. Ça ne veut donc pas dire qu'on les ramène à la vie dans l'état où ils étaient lors de leur mort. Expliquez-moi alors pourquoi Nagato était aussi fébrile quand on l'a ramené à la vie, pourquoi Hiruzen était en vieux quand on l'a ramené à la vie alors qu'il aurait pu être à la fleur de son âge. À aucun moment on nous a dit que les Tensei devaient ramener les combattants de la manière dont ils sont morts, puisqu'on n'utilise que l'ADN pour les ramener à la vie. Donc je ne comprends pas pourquoi ils sont tous vieux ou fébriles quand on les ramène. Ça n'a pas logique. Parce qu'à ce moment-là, expliquez-moi pourquoi ramener Shio du côté de Toby et de Kabuto. C'est complètement débile. Shio, elle était forte à la fleur de son âge, mais là, en toute vieille, elle sert à rien, je suis désolé. Enfin bref, assez parlé d'Edo Tensei et parlons des deux dernières choses qui sont pour moi les deux choses que je ne comprends le moins dans Naruto. La première chose est à la toute fin de la Grande Guerre Ninja quand Zetsu Noir trahit Madara. On apprend alors que Zetsu Noir est l'enfant de Kaguya et que ce n'est pas Madara qui a créé du coup Zetsu Noir pour être sa conscience, mais que Zetsu Noir était là depuis bien longtemps et a tout fait pour que Kaguya revienne à la vie. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas comment Madara, qui est quelqu'un de très intelligent, qui a tout prévu depuis je sais pas combien de temps, qui est capable de créer je sais pas combien de choses, qui a recréé les Rinnegan en fusionnant son ADN à celui d'Hashirama, comment cette personne aussi intelligente, oui, je ne suis pas du tout objectif, Madara est mon personnage préféré de Naruto, mais je suis désolé, comment il a pu se dire, quand il a créé Zetsu Noir, se dire « Oh, bah, je l'ai créé, c'est ma conscience, c'est moi qui l'ai créé, alors que il devait le sentir qu'il a rien créé, il devait le sentir que bah, c'est pas en claquant des doigts que ça il est venu. Non, c'est impossible que Madara ait créé Zetsu Noir se rende compte que c'était pas lui qui l'avait créé. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais moi je trouve ça incompréhensible. Enfin bref, assez parlé de la Grande Guerre Ninja, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et j'ai encore plein de choses à vous dire, mais ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Nous avons du coup la chose que je ne comprends le moins dans Naruto, c'est pourquoi on essaye de nous expliquer que Naruto a le même âge que Sasuke, que Naruto a le même âge que les autres, alors qu'il a redoublé 2 fois son putain de examen ninja. Je suis désolé, dans le chapitre 1, là, juste là, on nous montre que Naruto a échoué 2 fois d'affilée à son examen ninja. Alors expliquez-moi, je suis désolé, comment il peut avoir le même âge que les autres? Et en plus de ça, sur cette scène, nous pouvons voir du coup que la mère de Sasuke vient d'accoucher depuis pas longtemps et que la mère de Naruto s'apprête à accoucher. Alors,
Techniquement, ils ont le même âge, mais alors expliquez-moi comment il a pu redoubler 2 fois? Soit l'examen, il y en a plusieurs pendant l'année et les autres l'ont validé avant lui et à ce moment-là, il a raté, je sais pas, au premier trimestre et au deuxième trimestre l'examen pendant que les autres étaient validés ninja et au troisième trimestre, et bah, il a enfin réussi à passer l'examen ninja. Enfin, il a échoué et ensuite, Hiruka lui a donné son examen ninja. Soit c'est vraiment la chose que l'on ne peut pas comprendre en Naruto, la plus grosse incohérence, puisqu'il est censé avoir 2 ans de plus que les autres et au final il se retrouve avec le même âge que les autres. Je pourrais encore discuter pendant longtemps de Naruto, mais malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez avoir un deuxième épisode, pensez à bombarder les likes, peut-être qu'à 200 ou 300 likes, je ferai un deuxième volume. Mettez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez d'autres anecdotes à nous dire sur Naruto. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!